Explosion dans le nord de Mogadiscio en Somalie mercredi. Bilan au moins 11 morts et 10 blessés. Visite du Premier ministre malien dans le nord-est du Mali. Il s'est rendu à Ménaka, une région ensanglantée par la mort de dizaines de civils de communautés différentes. Puis nous irons en fin d'édition à Madagascar où les mangroves constituent la principale source de revenus des habitants de Mélaki et Ménabi. Nouvelle page de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Au moins 11 personnes ont été tuées et 10 autres blessées ce mercredi en Somalie. C'était au cours d'une explosion survenue sur un marché très fréquenté d'une petite ville située au nord de Mogadiscio. Voici les détails. Une explosion a fait 11 morts et 10 blessés, dont certains grièvement en Somalie. Les personnes blessées ont été admises à l'hôpital. L'incident s'est produit sur un marché très fréquenté d'une petite ville située au nord de Mogadiscio. L'explosion s'est déroulée dans l'après-midi à 1h de forte affluence sur le marché où de nombreux habitants se pressaient pour acheter du khat. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'heure. Les sources sécuritaires ignorent donc si l'explosion a été perpétrée par un kamikaze. Toutefois, la quasi-totalité de ce type d'attaque en Somalie est le fait des insurgés islamistes radicaux Shebab présents dans cette partie du pays. Ces derniers ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie à Missom. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga a effectué une courte visite à Ménaka dans le nord-est du Mali. Sa visite intervient après que cette région frontalière avec le Niger récemment a été ensanglantée par la mort de dizaines de civils de communautés différentes. Voici les images. Le Premier ministre malien s'est rendu au nord du Mali, une région en proie aux violences intercommunautaires. Des habitants de la région considèrent ces tueries comme une vengeance des djihadistes aux lourdes pertes que leur ont récemment infligées la force française Barkhane et l'armée malienne, souvent appuyée par le mouvement pour le salut de l'Azawad et le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés. Le but de cette mission est de protéger les populations et assurer le développement de la région. Les groupes qui sont nos partenaires, SEMA, Gatia, MSA, ils sont partenaires de l'armée malienne, ils sont partenaires des forces internationales pour la paix et la sécurité. Ces groupes doivent obéir aux mêmes exigences, à savoir travailler à amener la sécurité, mais ne jamais commettre d'exactions et de violences contre les populations. Ne jamais être mêlé à des violences entre les communautés. Je suis aussi exigeant envers les groupes que je le suis envers l'armée malienne. C'est-à-dire que nous devons être respectueux des droits de l'homme, nous devons être respectueux des règles d'engagement. C'est comme ça que nous pouvons avoir du crédit dans ce que nous faisons. Face au nombre élevé de crimes de masse dans la région, la Gassia, le MSA et le Ganda ISO, un groupe d'autodéfense à dominante Peul, sont convenus à la semaine dernière de mutualiser toutes leurs ressources pour faire face à la situation dans le strict respect des textes nationaux et internationaux en vigueur. Depuis fin avril, une soixantaine de Touaregs ont été tués dans des campements au sud de Ménaka, près de la frontière nigérienne, une zone où opèrent les djihadistes se réclamant du groupe État islamique. On reste au Mali. Le journaliste de Mali Actu, Salif Diarra, arrêté le 21 février dernier, puis libéré 5 jours après, est toujours placé sous contrôle judiciaire. Reporters sans frontières, la maison de la presse de Bamako et la direction de Mali Actu dénoncent cette mesure qui, selon eux, empêche le journaliste d'exercer son métier. Reportage signé Alima Bentouré.
Reporters sans frontières, la maison de la presse du Mali et la direction de Maliactu.net unissent leur voix dans l'affaire des 3 journalistes de Maliactu qui avaient été arrêtés en février 2018. Ces organisations fustigent les multiples violations des droits des 3 journalistes depuis leur arrestation jusqu'à aujourd'hui. Le cas de Salif Diarra placé sous contrôle judiciaire inquiète particulièrement les acteurs de la presse qui tirent la sonnette d'alarme et appellent à une levée des restrictions dont fait toujours l'objet le journaliste. Nous demandons la levée du contrôle judiciaire qui constitue une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes de Maliactu. Aujourd'hui, son directeur de publication est contraint de se présenter une fois par semaine devant les autorités. Il n'exerce plus ses fonctions de journaliste. Donc la conséquence de cette histoire, c'est que pour avoir publié un communiqué sur une histoire de mœurs, aujourd'hui on a une rédaction qui a peur. On a une rédaction qui craint de nouvelles poursuites. On a une rédaction qui a été aussi un peu traumatisée par ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que ce sont des hommes en civil armés qui se sont présentés, sans mandat. On ne savait pas qui ils étaient au moment où les journalistes se sont fait arrêter. Selon le directeur général de Maliactu, cette situation a causé des conséquences graves sur le travail des journalistes de son organe. Sega Diarra a noté le traumatisme causé par cette situation et appelle à plus de solidarité, à l'unité de la presse nationale et internationale autour des journalistes de Maliactu afin que le droit d'aucun journaliste ne puisse être bafoué. Nous allons nous battre et je pense que ce combat-là, il est noble. On doit tous se battre ensemble pour que nous puissions continuer, pour que toutes les rédactions puissent continuer à travailler convenablement et à dire la vérité. Maintenant, le problème rédactionnel, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Le fond, c'est à la justice et nous faisons entièrement confiance en cette justice. Le 21 février 2018, 3 journalistes de Maliactu.net, dont le rédacteur en chef Salif Diarra, ont été arrêtés dans leurs locaux et leur matériel de travail emporté par la sécurité d'État du Mali. Libéré 5 jours après, Salif Diarra, le rédacteur en chef, reste toujours sous contrôle judiciaire. Reporters sans frontières a publié récemment son rapport international sur la liberté de la presse à travers le monde, dans lequel le Mali est classé 115e sur 180 pays. Le président mozambicain s'est engagé ce mercredi à poursuivre les discussions de paix avec le principal parti d'opposition Renamo. C'était devant des milliers de personnes réunies pour un dernier hommage au chef de l'ex-guérilla, Afonso Dhlakama, décédé la semaine dernière. Suivez plutôt. La disparition prématurée de notre compatriote ne doit pas constituer un revers pour le processus de paix. Le président Afonso Marceta Macacho Dhlakama a été victime de l'intolérance politique. Il a souffert des attaques successives perpétrées par les forces de défense de sécurité. Ces attaques l'ont obligé à se retirer dans les montagnes de Gorongosa afin de sauver sa vie et de pouvoir continuer infatigablement à défendre les nobles intérêts de tous les Mozambicains. On est là sans savoir si ceux qui restent à la Renamo et le gouvernement du Frélimo sont capables de continuer à vivre en bonne intelligence ou pas. Ce qu'on veut le plus au Mozambique, c'est la paix. Direction la côte ouest de Madagascar, plus précisément dans les régions Melaky et Menabe, où se trouvent les plus grandes étendues de mangroves de l'île. Elles servent d'habitat des poissons, crabes et crevettes qui constituent les principales sources de revenus des habitants de la région. Mais cet équilibre est menacé par la coupe incontrôlée. Reportage. Dans la famille de Mami, on est pêcheur de crabes de génération en génération. Un travail qui rapporte avec 300 000 ariars en moyenne par mois, soit près de 80 €. Mam gagne le double du salaire minimum à Madagascar, mais aujourd'hui, son activité est menacée. Avant, il y avait beaucoup de crabes par ici, mais il y en a moins maintenant. À mon avis, c'est à cause du changement climatique. Autrefois, la mer était très loin, mais aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus.
Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant 5 ans, MAM a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons. Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors il fallait trouver une autre source de revenus. En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens. La mangrove est surtout utilisée dans la construction de cases ou comme bois de chauffe. Ici, les palétuviers ont été totalement détruits. Cette déforestation peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Ça favorise l'érosion de cet endroit parce qu'il n'y a plus de mangroves et ça favorise aussi la montée des eaux de la mer à l'intérieur de terre parce qu'il n'y a plus de barrières. Les mangroves ont un rôle de barrière contre l'érosion, contre les vents forts, comme les cyclones. MAM a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des 6 dernières années. La lutte contre les changements climatiques telle que menée à nos jours semble ne pas bénéficier à tous. Derrière les batailles diplomatiques sur les financements climat se cachent des projets concrets voués à rester dans les tiroirs si les pays riches ne donnent pas les milliards promis. Le reportage. Dans la lutte contre les changements climatiques, nombre des questions vitales et urgentes semblent ne pas être une priorité. On assiste à plus de diplomatie et de tergiversation. Digues, surélévation des habitats, système d'alerte météo. Les besoins des pays en voie de développement sont légion pour faire face à l'augmentation du niveau de la mer, aux sécheresses et aux inondations plus fréquentes. Des phénomènes qui frapperont même si le monde parvient à limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Les pays développés se sont engagés à porter d'ici à 2020 à 100 milliards de dollars par an leur soutien aux politiques climat des plus pauvres. Ceux-ci devant notamment se préparer aux impacts des dérèglements climatiques. Une promesse pour laquelle les pays du Sud réclament sans cesse des garanties. Le cas de l'Est de l'Ouganda est palpable. Les zones humides dégradées par l'agriculture ne jouent plus leur rôle de tampon lorsque des orages précipitent vers elles d'importantes quantités d'eau. Les paysans ne savent quand les pluies vont emporter leur culture. Les 10 milliards du Fonds vert pour le climat, destinés à aider les pays en développement à s'adapter aux conséquences du réchauffement et à réduire leurs émissions de CO2, ne représente qu'une petite partie des aides climat, mais le total de ces financements est loin d'être suffisant. La dernière évaluation du programme des Nations Unies pour l'environnement estimait les besoins pour les seules actions d'adaptation entre 140 et 300 milliards annuels d'ici à 2030. Et les promesses déjà en deçà de ces besoins sont loin d'être remplies. De multiples questions liées au financement sont observées de près avant la COP24 en décembre. Puis aux États-Unis, le président Donald Trump a accueilli cette nuit les 3 Américains libérés par Pyongyang. Leur libération intervient peu de temps avant la rencontre avec le leader nord-coréen. Voici les images. L'avion transportant les 3 Américains libérés par la Corée du Nord a atterri ce jeudi, peu après 2h40 du matin, soit 6h40 GMT, sur la base militaire d'Andrew, dans la banlieue de Washington. Arrivé sur place en hélicoptère depuis la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump, qui a salué ce mercredi le geste de bonne volonté du leader nord-coréen Kim Jong-un, a accueilli les 3 Américains. Une image forte et chargée en symbole à l'approche de sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. En effet, le président américain a assuré ce mercredi que le lieu et la date de son sommet, très attendu, avec l'homme fort de Pyongyang, seraient divulgués dans les jours à venir. Il a également précisé qu'il n'aurait pas lieu dans la zone démilitarisée à la frontière entre les 2 Corées. Singapour, seule autre hypothèse évoquée publiquement par Donald Trump, apparaît désormais comme la piste la plus crédible pour cette rencontre historique. Par ailleurs, la libération des 3 hommes a été saluée par de nombreux élus américains, à l'instar du sénateur républicain Bob Corker, qui a cependant appelé à accueillir les récents gestes d'ouverture de la Corée du Nord
sur une possible dénucléarisation avec grande prudence. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.